Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Voilà, j'espère que vous allez bien. Euh, alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, on est dans un format digital qui ne permet pas qu'on puisse vraiment interagir avec vous via les caméras, etc. Mais donc, on a aujourd'hui donc un webinaire sur la thématique de la reprise d'un fonds de commerce. Moi, je vais me présenter brièvement avant de laisser la parole à nos orateurs. Donc, je m'appelle Catherine, je travaille au sein du service 18-19. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien, hop, j'étais trop vite, notre service. Donc, on est un service d'information et d'orientation pour tout entrepreneur à Bruxelles. Donc, quel que soit votre stade de développement ou votre projet, le 18-19 peut vous donner des informations de première ligne et vous réorienter éventuellement vers d'autres partenaires en fonction de vos besoins. Alors, le 18-19, c'est principalement un numéro de téléphone. Donc, le 18-19, vous pouvez le composer tous les jours de 9 h à 13 h. On est également joignable par mail. Et en dehors de période Covid et de travaux dans nos bâtiments, on a aussi un guichet physique. Donc, l'InfoPoint, qui est fermé pour le moment, mais habituellement, on peut vous recevoir sur place dans nos bureaux. Alors, on a également un site internet qui regorge vraiment d'informations utiles, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil et aussi à vous abonner à notre newsletter qui est envoyée tous les 15 jours et qui reprend des articles de fond, de l'actualité économique, des témoignages d'entrepreneurs, ce genre de choses. Alors, sur les réseaux sociaux, vous retrouvez aussi pas mal de contenu, notamment sur notre chaîne YouTube, puisque depuis 1 an et demi, on a vraiment basculé en digital pour une grande partie de nos événements. Et donc, on a beaucoup de contenu disponible sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller voir aussi les différentes thématiques. Alors, j'en ai fini pour ma partie. Pour le 18-19, au niveau pratico-pratique, vous pouvez évidemment poser vos questions tout au long du webinaire via le chat. Et donc, normalement, vous voyez ça dans votre panneau de configuration. Et donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions ou vos remarques. On les prendra soit au fur et à mesure, soit à la fin de l'exposé. Ça dépend un petit peu de la dynamique. Mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser ce moyen de communication avec nous. Voilà, merci. Merci Catherine pour cette présentation. Vous m'entendez là? Vous m'entendez bien? On t'entend très bien et je viens de laisser, voilà. On voit la présentation également. Donc, bonjour à tous, merci de participer à cet atelier effectivement sur la cession des fonds de commerce et les pièges à éviter. Alors, on m'a dit que dans l'Assemblée, il y avait pas mal d'entre vous qui envisageaient de reprendre. Je ne pense pas qu'il y a de cédants parmi vous, sauf s'il a oublié de l'indiquer, mais il y a pas mal de personnes qui envisageaient de reprendre un fonds de commerce. C'est évidemment la première étape de l'entrepreneuriat et pour ça, félicitations. Simplement, enfin, évidemment, comme dans toutes les aventures entrepreneuriales, c'est parfois considéré comme étant une start-up, donc on a des fonds limités, etc. Et donc, on essaye d'éviter de faire appel à des spécialistes comme des avocats, des comptables, etc. C'est évidemment honorable et c'est d'ailleurs pour certains peut-être la raison pour laquelle vous participez à cet atelier. Mais nous allons évidemment essayer de passer en revue toute une série d'éléments auxquels il faut faire attention et donc relever toute une série de pièges qu'il faudra éviter, même si, vous verrez, c'est un petit peu technique. Donc l'idée ici, c'est pas, même si ça y ressemblera, c'est pas de donner un cours de droit. On sera quand même forcé de passer par certaines dispositions légales, d'exposer les principes. Mais n'hésitez pas évidemment en temps utile à nous poser les questions pour qu'on puisse y répondre de manière plus concrète. Et donc, on s'arrêtera probablement à plusieurs moments dans l'exposé pour que vous puissiez poser des questions par l'intermédiaire de Catherine. Mais voilà, donc le plus important, c'est évidemment quand vous reprenez un fonds de commerce,
c'est de ne pas foncer tête baissée, puisque effectivement, c'est en principe dans une session de fonds de commerce, on reprend un petit peu ce que l'on veut, on reprend généralement surtout de l'actif et moins de passif. Vous verrez que si on ne fait pas attention à certaines choses, eh bien, on peut avoir des surprises particulièrement désagréables, et notamment l'administration fiscale, par exemple, ou sociale, qui vient frapper à votre porte alors que vous êtes en plein lancement du projet, etc., et qui va vous réclamer des dettes pourtant anciennes, mais j'y reviendrai dans la suite de cet exposé. Et donc, on va diviser effectivement cet exposé en 3 parties. Donc, on va d'abord essayer de définir exactement ce qu'est un fonds de commerce. Il n'y a pas à proprement parler de définition légale, mais on va la définir avec nos mots. Donc, on va ensuite analyser des mécanismes alternatifs et comparer ces mécanismes alternatifs avec la cession, le fonds de commerce. Donc, il y a la cession, par exemple, des actions d'une société, c'est un premier mode alternatif, où il y a l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité. C'est un deuxième mécanisme, donc on verra un petit tableau dans lequel on passera en revue les quelques différences qu'il peut y avoir. Ensuite, on analysera rapidement les dispositions légales applicables en matière de cession de fonds de commerce. Alors, les formalités légales pour la reprise, là, on va plutôt rajouter un point d'interrogation parce qu'il n'y en a pas vraiment. Vous verrez, c'est un contrat consensuel, donc il y a une absence a priori de formalité légale. J'y reviendrai. Mais par contre, on doit respecter certaines règles si on veut éviter les pièges, ou en tout cas, je vous ai dit, le fait que les administrations viennent sonner à votre porte en réclamant des dettes anciennes. On va donc étudier les mécanismes, enfin, d'abord la disposition légale et puis les formalités à accomplir pour éviter ces pièges, et analyser également un mécanisme alternatif qui vous permettra d'éviter ces pièges. Bon, j'y reviendrai en temps utile. On va rapidement passer en revue les dispositions fiscales, notamment l'imposition, mais qui concerne surtout le cédant, c'est-à-dire la personne qui vend le fonds de commerce, et les dispositions TVA. Mais ce sera très rapide, et je pense que dans le cadre d'une reprise, vous serez de toute façon assisté en principe, enfin, c'est pas toujours le cas, mais je suppose que c'est la majorité des cas, vous serez assisté par un comptable, un professionnel du chiffre, qui pourra vous aider sur toute une série de choses. C'est d'ailleurs relativement important. On analysera également, donc, dans le cadre de cette deuxième partie, le sort des travailleurs, puisque donc, je vous l'ai dit, quand on reprend un fonds de commerce, on reprend surtout de l'actif, mais il y a des exceptions, et c'est notamment le cas des travailleurs. Alors, il y a enfin une troisième partie, donc on verra un peu tout ce qui est due diligence, et on analysera une série de clauses type qu'on peut reprendre dans une convention de cession de fonds de commerce. Donc, ce sera peut-être l'occasion de passer en revue des clauses un peu plus concrètes que vous pourrez trouver dans des conventions de cession de fonds de commerce, mais étant entendu que, comme souvent en droit, on peut tourner les choses de plein de manières différentes, et souvent il est important de ne pas se référer à des modèles, mais de faire preuve de créativité, parce que les aspects concrets, enfin, notamment dans la gestion de fonds de commerce, vous le verrez, parce que concrètement, il faut parfois faire face à certaines réalités enfin, qui ne sont pas. Enfin, il faut faire face à certaines réalités, et faire preuve de créativité en droit pour limiter les risques relatifs à ça. Donc, on peut commencer avec la première partie. Donc, c'est le slide suivant. Donc, un fonds de commerce, comment est-ce qu'on peut le définir? Donc, un fonds de commerce, rapidement, c'est une universalité de biens, pardon. Donc, c'est un ensemble de biens destinés à l'exploitation d'un commerce au service d'une clientèle, au vu notamment de développer celle-ci. Hein. Donc, vous avez toute une série de biens qui vont permettre, donc, je pense notamment à un stock, etc., qui vont permettre d'exploiter un commerce au service d'une clientèle, et dans le but d'évidemment développer celle-ci, puisque vous avez une seule volonté, c'est de développer votre business. Et donc, si on prend l'exemple d'un magasin de vélo, donc c'est un fonds de commerce qui va être composé d'un ensemble de biens, mais d'une part un bail commercial, hein, on a parfois l'impression, enfin c'est un bien immatériel, mais ça reste un bien
au sens juridique du terme, qui va être indispensable si vous n'êtes pas propriétaire pour occuper un espace, accueillir des clients, stocker votre bien, etc. Il va y avoir le matériel, les outils pour les réparations, le stock, les contrats avec les fournisseurs, parce que vous avez évidemment des contrats, donc c'est de nouveau immatériel avec les fournisseurs, comme les marques de vélos qui sont très importants, parce que si vous n'avez pas de contrat avec ces fournisseurs, vous n'avez pas de vélo à vendre. Il y a un autre actif immatériel qui est la réputation du magasin, qui permet donc le maintien de la clientèle et la clientèle justement directement. Et donc, il y a aussi dans un fonds de commerce, pardon, les travailleurs qui, en principe, enfin qui même quasi systématiquement seront repris, puisque la loi prévoit certaines clauses protectrices à ce sujet-là, et vous reprenez généralement les travailleurs en même temps que la session de fonds de commerce, avec leur ancienneté, et j'y reviendrai. Donc, l'universalité de biens dont je parlais juste avant, elle va évidemment dépendre de, tous les biens qui vont permettre d'exploiter un commerce, ça va évidemment dépendre du type de commerce. Évidemment, vous n'avez pas besoin des mêmes choses pour exploiter un magasin de vélo et pour exploiter une sandwicherie. Mais il y a toujours une base qui s'y retrouve, c'est la clé, en tout cas dans le nom, c'est la clientèle, le bail commercial, si vous n'êtes pas propriétaire, etc., etc. Alors, effectivement, dans une convention de cession de fonds de commerce, il va être très important d'inventorier tous les biens que vous reprenez. Et donc, on va effectivement, vous dites expressément dans une clause dont on y reviendra à la fin de l'exposé, mais vous dites par la présente session du fonds de commerce, je reprends effectivement le bail commercial, c'est souvent l'élément le plus important. Je reprends effectivement la clientèle, mais également les contrats avec les fournisseurs. Je reprends le stock, ou je ne le reprends pas. Vous pouvez également exclure certains éléments de la convention de cession de fonds de commerce, mais il est en tout cas important vraiment de citer au maximum, d'être complet là-dessus et de reprendre au maximum tout ce que vous voulez reprendre dans la session du fonds de commerce. Et lorsqu'on prévoit, évidemment, en cas d'oubli, pour éviter les discussions, on prévoit une clause dite de catch-all qui prévoit que seront cédés de manière, outre tous les biens qui ont été identifiés, donc les actifs matériels et immatériels nécessaires à la poursuite de l'activité. Donc, on va exclure, et alors on exclut, comme je l'ai dit, précisément ce qu'on ne reprend pas, et notamment le passif de la société. Donc, on peut, pour éviter tout doute, reprendre une petite clause qui dit qu'on exclut donc le passif de la société, sauf évidemment lorsqu'on ne peut pas, comme pour les travailleurs. Alors, ce qu'il est également important de savoir, c'est lorsqu'il y a une cession de fonds de commerce, en fait, qu'est-ce que vous faites? Il y a un changement dans l'exploitation de fonds de commerce, il y a un changement de personnalité juridique. C'est-à-dire qu'il y a une première personnalité juridique qui peut être une personne physique ou une personne morale, ça peut être une société ou une personne physique, donc qui exploite un fonds de commerce. Et cette personne va vous céder à vous en personne physique ou à votre société, elle va céder cette universalité de biens, pardon, qui va vous permettre de développer votre clientèle et d'exploiter un commerce. Mais donc, pourquoi j'insiste sur cet élément-là? C'est parce que vis-à-vis des fournisseurs, il faut savoir, et là Arthur reviendra sur une jurisprudence, si je ne me trompe pas, à ce sujet, il faut savoir que le fournisseur, il n'est pas forcément obligé de vous suivre. Donc, il faut généralement s'assurer en amont, avant la signature du fonds de commerce, que le fournisseur il marque son accord de principe quant à la poursuite du contrat avec votre société, qui est une nouvelle entité juridique. Si vous regardez le contrat avec le fournisseur, le signataire, ce sera l'ancien exploitant du fonds de commerce, ce ne sera pas votre société. Donc ça, c'est un élément auquel il faut faire attention. Puisque, si je reprends l'exemple du magasin de vélo, vous avez par exemple le fournisseur, un magasin qui vend deux marques, dont la marque KTM. KTM fait 80% des ventes.
si votre fournisseur, enfin, vous reprenez le fonds de commerce, vous payez le prix par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé, et du jour au lendemain, KTM vous dit ben non, en fait, ça ne m'intéresse pas de continuer avec votre société, eh bien, ça peut évidemment, enfin, vous pouvez avoir payé un prix bien trop élevé par rapport à la valeur réelle du fonds de commerce. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire un travail en amont pour s'assurer que le fournisseur accepte de vous suivre. Ou si les discussions avec les fournisseurs sont compliquées, on sait que c'est le cas, enfin j'ai déjà eu le cas dans les, justement pour les vélos, puisque vous savez qu'actuellement avec le Covid, il y a une explosion de vente des vélos, et donc les fournisseurs ont plein pouvoir. Donc on peut effectivement prévoir, pour contrecarrer un peu cette l'impossibilité de négocier avec le fournisseur, de prévoir un engagement de celui qui cède le fonds de commerce à fournir ses meilleurs efforts, hein, donc on dit une clause de best effort, pour faire en sorte que le fournisseur accepte de poursuivre avec votre nouvelle entité juridique, c'est-à-dire celle qui va reprendre le fonds de commerce. Donc, il y a par rapport à ce que je viens de dire, donc sur le changement de personnalité juridique, il y a une exception qui est celle justement du bail commercial. Hein, donc, si vous reprenez un fonds de commerce, donc le bailleur, enfin, sauf exception qui sera expressément visée dans la loi, sauf exception, le bailleur ne peut pas s'opposer à la cession du bail commercial en même temps que la cession du fonds de commerce. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le bail commercial, c'est bien souvent l'élément essentiel d'une cession de fonds de commerce. Et donc, si on autorise le bailleur à s'y opposer, mais quelque part, on limite très fortement les possibilités de cession de fonds de commerce, en tout cas quand le bailleur s'y oppose. Et donc, je ne reviens pas sur la loi à ce sujet, mais il y a effectivement des conditions très strictes qui sont énumérées qui permettent aux bailleurs, dans certains cas, de s'y opposer. Donc voilà. Alors, il y a lors de la réalisation de l'inventaire, donc il va également être important, enfin, il y a de la préparation du contrat de cession, il va également être très important de réaliser ce qu'on appelle du due diligence. Vous savez ce que c'est. Donc, on va un petit peu analyser les biens qu'on reprend. C'est une due diligence qui est bien moins importante que dans le cadre, enfin généralement moins importante que dans le cadre d'une cession d'action, puisqu'ici, dans une cession d'action, on reprend toute une société, c'est-à-dire tant son passif et son actif, tandis que dans une cession de fonds de commerce, mais on décide, sauf exception, ce qu'on reprend, mais ça n'empêche que si on reprend le stock, il est important de valoriser, par exemple, ce stock. Hein. Si le vendeur vous remet, je reprends l'exemple du vélo, il vous remet une liste de son stock de vélos avec les valeurs d'acquisition de chaque vélo, il faut quand même analyser ceci, la valeur du marché, voir un petit peu quand est-ce qu'ils ont été achetés, etc. Puisqu'un vélo qui a été acheté en 2019 et qui n'est toujours pas vendu en 2021, mais il vaut évidemment moins. Donc, il faudrait, le cas échéant, convenir une clause de dépréciation de la valeur des vélos. Et donc, il y a quand même une petite due diligence qui se fait, même en matière de cession de fonds de commerce. Donc, on peut notamment analyser le chiffre d'affaires réalisé. Il est important de voir, comme je le disais, pour la marque KTM qui faisait 80% du chiffre d'affaires, il faut voir un petit peu comment se divise le chiffre d'affaires et quels sont les risques qui sont liés à ça, etc. Mais donc, on ne peut pas s'épargner de faire une due diligence en matière de cession de fonds de commerce, même si celle-ci est moins importante, je le répète. Alors, on va peut-être via un tableau un tableau récapitulatif. Avant ça, je vais peut-être laisser 2 petites secondes pour poser des questions si vous avez déjà à ce stade, parce que c'est théorique, mais je ne sais pas si Catherine, il y a déjà des questions qui sont posées. Ou... Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions, mais donc, si certains d'entre vous en ont, voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, pas de questions à ce stade? Pas pour le moment. Ok, pas de souci. On aura de toute façon un moment pour les poser.
Alors, donc ici l'idée de ce tableau, c'est d'analyser, de manière concrète, donc le mécanisme pardon de cession de fonds de commerce avec avec des mécanismes alternatifs comme la cession d'actions d'une société et l'apport d'une universalité ou d'une branche d'activité. Alors, la cession de fonds de commerce, le fonds de commerce plutôt, on l'a défini. Donc, je n'y reviens pas là-dessus. La cession des actions d'une société, vous savez ce que c'est, le titre dit ce que c'est. Donc, on cède donc une personne physique détient 100% des actions d'une société, il les cède à une autre. Point. Et l'apport d'une universalité, d'une branche d'activité, c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins connu et qui intervient plus fréquemment dans le cadre de restructuration de société où, par exemple, on cède la branche d'une société à une autre société liée du groupe pour, par exemple, faciliter la gestion parce que cette société a des liens avec une autre société, etc. Mais donc, on va comparer ces trois éléments. Donc je l'ai dit, hein, dans la cession de fonds de commerce, au niveau de la personnalité juridique, il y a effectivement un changement puisque c'est une cession entre deux personnalités juridiques et donc le vendeur est différent du repreneur, donc il y a une modification de la personnalité juridique. Par contre, dans une cession d'actions, si le détenteur des actions est également, enfin, il y a un changement de personnalité juridique dans la détention des actions. Par contre, vous allez exploiter une société qui, elle, ne change pas de personnalité juridique. Donc, vous reprenez la société avec la même personnalité juridique, avec les mêmes contrats. Et donc, sauf s'il y a des clauses de changement de contrôle au sein des contrats de la société, un fournisseur ne pourra pas s'opposer à cette reprise de l'action puisqu'il n'y a pas de changement de personnalité juridique au sens de la société. Dans l'apport d'une branche d'universalité, en matière de restructuration de société, bien effectivement, il y a une activité qui est transférée d'une société à une autre, donc il y a également un changement de personnalité juridique. Alors, la contrepartie, c'est quoi? Tant dans la cession de fonds de commerce, tant dans la cession de fonds de commerce que dans la cession d'actions d'une société, c'est le paiement d'un prix de cession. Donc, un prix de cession pour les actions d'un côté et un prix de cession pour le fonds de commerce de l'autre. Tandis que dans les apports d'une universalité, d'une branche d'activité, on cède l'activité en contrepartie d'actions de la société. Donc, c'est-à-dire que l'action qui cède va détenir elle-même des actions dans la société qui reprend. Et donc, il va y avoir une sorte de holding, si vous voulez, et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, ça intervient surtout en matière de restructuration. Alors, que sait-on dans un fonds de commerce? Dans une session de fonds de commerce, on identifie clairement ce qui est cédé, donc sauf exception légale, hein, comme en matière de travailleurs. Et donc, évidemment, il est intéressant de ne reprendre que l'actif, même si dans certains cas, par exemple, si vous voulez poursuivre avec un fournisseur, KTM, que je disais tout à l'heure, eh bien, vous pouvez éventuellement, dans certains cas, reprendre les dettes envers KTM, puisque voilà, ou alors vous pouvez forcer votre vendeur à payer les dettes de KTM avant la reprise. Enfin, voilà, il y a différentes manières d'organiser la chose, mais on cède généralement ce qui est listé expressément avec une clause de catch-all, comme on le disait tout à l'heure. Alors, on cède dans une cession d'action de société l'intégralité de l'actif et du passif. On a en fait les actions de la société, mais on détient une société avec tout son actif et tout son passif. On ne fait pas un pick-up de ce qu'on veut. Donc vous n'avez pas que les éléments actifs qui vous intéressent pour la cession de commerce, vous avez aussi toutes les dettes de la société, notamment fiscales, sociales, etc. Dans un apport d'une universalité, d'une branche d'activité, on cède, soit universalité, on cède tout l'actif et le passif, soit une branche d'activité, on cède une partie de l'actif et du passif, généralement qui sont étroitement liés. Alors, est-ce qu'il faut une due diligence dans la cession de fonds de commerce? On vous l'a dit, oui, mais elle est plus légère. Pourquoi? Parce qu'on reprend expressément ce que l'on veut. Dans une cession d'action d'une société, elle est beaucoup plus approfondie puisqu'on reprend tant l'actif et le passif, et donc on veut éviter comment dire,
effectivement on va analyser le passif, on va analyser la comptabilité, on va voir les dettes fiscales, les dettes bancaires, etc., pour ne pas acheter un chat dans un sac. Donc ça, c'est important. Et souvent, pour l'apport d'une branche ou apport d'une universalité ou d'une branche d'activité, eh bien souvent, si ça intervient dans le cadre d'une restructuration, eh bien, il n'y a pas de due diligence puisqu'on est dans une cession, dans un apport interne à un groupe de sociétés. Alors, on peut passer au slide suivant. Donc, il y a encore quelques différences entre ces trois éléments ou similitudes, hein. Mais donc, en matière de garantie, donc, on prévoit donc dans les contrats, une question de garantie, c'est un contrat. Si par exemple le vendeur dit non, je n'ai pas de litige. Je n'ai pas de litige existant, eh bien, on ne sait pas toujours le prévoir parce qu'on n'a pas accès à toute l'information, donc on prévoit une garantie qui dit si effectivement un litige surgit ou réapparaît après la cession intervenue, eh bien, vous engagez à garantir les éventuels montants de la condamnation que subirait la société. Donc, en matière de cession de fonds de commerce, généralement, on prévoit peu de garanties. Pourquoi? Parce qu'on identifie de nouveau clairement ce que l'on prend et on prend souvent que l'actif. Dans une cession d'action d'une société, eh bien, il est beaucoup plus important de prévoir des garanties, c'est-à-dire un engagement du vendeur sur toute une série de choses, à défaut de quoi il devra indemniser l'acheteur. Le but, c'est évidemment d'éviter les cadavres dans le cas. Et de nouveau, généralement pas de garantie dans l'apport d'une universalité ou branche d'activité qui interviendrait en tout cas dans le cadre d'une restructuration d'un groupe de sociétés. Alors, le formalisme en matière de cession de fonds de commerce, on verra, c'est un contrat qui est purement consensuel et donc il n'y a pas de formalité légale qu'il faut respecter, mais alors il y a des conséquences. Et là, on y reviendra, évidemment, pour éviter c'est l'objet notamment de cet atelier, c'est de vous permettre d'éviter d'être solidairement tenu avec les dettes de votre vendeur. Et en matière de cession d'actions d'une société, idem, normalement, on peut se serrer la main. C'est la fameuse image de deux personnes qui se serrent la main, mais ça suffit si on s'accorde sur le prix et sur l'objet, la contrepartie du prix, c'est-à-dire les actions. Eh bien, normalement, ça suffit pour valider une vente et donc il n'y a pas de formalisme qui est requis, à l'inverse de l'apport d'une universalité ou branche d'activité où il y a effectivement des projets d'apport par le conseil d'administration, etc. Je vous passe les détails, mais il y a dans certains cas des actes authentiques aussi qui sont requis, donc des actes notariés, etc. Et ce qui, en principe, limite souvent l'utilisation à ce type de procédure. Donc, d'un point de vue fiscal, alors sur les cessions de fonds de commerce, on n'a pas de TVA. Sur la cession d'actions d'une société, on n'a pas de TVA. Idem sur l'apport d'une universalité d'une branche d'activité, en principe, on n'a pas de taxation a priori. Par contre, en matière de cession de fonds de commerce, le cédant va en principe être taxé sur la plus-value à l'IPP, donc l'impôt des personnes physiques, ou à l'ISOC, l'impôt des sociétés. Mais souvent, si jamais vous êtes repreneur, ça ne vous concerne pas. Il n'y a pas forcément de point d'intention à ce niveau-là lorsque vous êtes repreneur. De la même manière, en Belgique, on est souvent considéré comme à ce jour, hein, pour combien de temps on le verra, mais en matière de cession d'action de société, on est souvent considéré à ce niveau-là comme sur le paradis fiscal, puisqu'il n'y a a priori pas de taxation des plus-values sur actions. C'est le principe de base. Il y a évidemment des exceptions sur lesquelles je ne reviens pas dans le cadre de cet exposé. Et donc, le vrai avantage de la cession d'un fonds de commerce, vous l'aurez compris, c'est qu'on reprend des biens que l'on identifie clairement, sauf exception. Alors, donc voilà, les formalités légales pour la reprise par interrogation, il n'y en a pas. C'est un contrat consensuel, donc c'est un contrat qui ne prévoit pas de formalité légale. Hein, donc c'est l'article 1583 du Code civil qui précise clairement que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on a convenu de la chose et du prix
quoique la chose n'est pas encore été livrée ni été payée. Donc, dès qu'on se met d'accord sur le prix et sur la chose qui est vendue, eh bien, la vente est parfaite. Maintenant, ça, c'est l'aspect juridique et l'aspect quelque peu théorique, puisqu'en pratique, il y a des éléments, enfin, il y a souvent des problèmes liés à la preuve, etc., qui font que, à la preuve ou à d'autres choses, hein, mais qui font qu'on prévoit un contrat pour se couvrir de toute une série de choses, notamment ces preuves dont je vous parlais. Alors, il faut savoir que dans d'autres contrats, enfin, pourquoi est-ce qu'on, enfin, dans d'autres, on oppose le contrat consensuel à d'autres formes de contrats où on impose un écrit dans certains cas, comme la reconnaissance de dette, etc. Mais donc ici, ça peut se faire même oralement, pas de règles particulières concernant la cession de fonds de commerce. Je vous dirais, enfin, je vous l'ai dit, il est quand même fortement conseillé de prévoir une convention pour se couvrir de toute une série de choses, et on y reviendra notamment à la fin de cet exposé. Alors, là, on rentre dans le sujet, dans un sujet très important, sur lequel il faut être particulièrement attentif, parce que c'est quand même un petit peu technique dans la manière dont les dispositions légales sont expliquées. Donc ici, vous verrez qu'il y a une possibilité d'être solidaire en matière de cession de fonds de commerce. Je vous l'ai dit, on ne reprend que l'actif généralement, mais la loi, et notamment, comme toujours, l'ONSS, l'administration fiscale ou l'organisme des cotisations sociales des indépendants, l'INASTI, ont prévu des garde-fous pour permettre, pour éviter tout et n'importe quoi, donc pour éviter qu'on cède un fonds de commerce avant de disparaître dans la nature, et donc de céder l'actif et de laisser le passif étatique sur le côté. Et donc pour ça, il y a toute une série de dispositions légales qui ont prévu des clauses de solidarité quant aux dettes fiscales et sociales, donc entre le vendeur et le repreneur. Alors on va passer une clause, on va passer en revue une de ces clauses, c'est celle applicable pour la TVA, mais elles sont toutes rédigées de manière très similaire. Donc voilà, c'est l'article 93 du Code TVA, donc, qui prévoit que sans préjudice donc, de l'application des articles ça en passe, la cession en propriété ou en usufruit d'un ensemble de biens, une universalité de biens, composée entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, on l'avait évoqué également dans le cadre de la définition, affectée à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que, etc., ne sont opposables qu'à l'expiration du mois qui suit au cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif certifié conforme à l'original a été notifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous faites une cession de fonds de commerce, c'est opposable à l'administration fiscale, sociale, donc l'INASTI, la TVA, l'ISOC, etc., qu'à l'issue d'un délai qui est le suivant. Donc c'est là que vous allez déjà voir qu'il faut une copie donc certifiée conforme à l'original, et donc il faut un écrit évidemment pour rendre opposable la cession de fonds de commerce à l'administration. Donc si vous ne faites pas d'écrit, pas de problème, vous pouvez quand même vous voir céder le fonds de commerce, mais par contre vous avez une solidarité vis-à-vis de l'administration. Donc le délai qu'il faut respecter, donc c'est le délai de la notification, enfin donc la fin du mois de la notification et le mois qui suit. Donc si vous notifiez la cession à l'administration le 17 novembre, pour prendre l'exemple du jour d'aujourd'hui, eh bien vous, selon la loi, pendant une période qui court tant sur la fin du mois de novembre que sur le mois suivant, c'est-à-dire le mois de décembre, eh bien ça n'est pas opposable à l'administration qui va donc pouvoir venir saisir des biens, etc. Et donc l'opposabilité n'aura lieu qu'à l'issue du délai, de l'expiration du délai, qui prendra fin donc, le 31 décembre 2021. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut poursuivre avec la suite de la disposition légale. Après, je verrai l'intégralité dans son ensemble. J'utiliserai ce qu'on appelle un sketch note, c'est une image qui vous permettra de comprendre plus facilement les délais, etc., qu'une disposition légale qui est parfois un petit peu invisible pour
pour n'importe qui. Donc voilà. Donc cette disposition 2 dit que, enfin cette paragraphe 2, pardon, dit que le cessionnaire est solidairement responsable, donc au paiement des dettes fiscales, puisqu'ici on parle de TVA, à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui. Mais donc ça, j'y reviendrai également, c'est important, c'est la phrase à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui. Donc pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que si vous payez 1 euro au moment avant la notification, que vous notifiez que vous attendez la fin décembre ou plutôt le mois de janvier, et que vous payez le reste au mois de janvier, mais normalement, votre solidarité, elle est limitée au montant que vous avez payé avant, c'est-à-dire un montant d'1 euro. Et alors, les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables, c'est-à-dire que là, vous ne seriez pas tenu à la solidarité si, au moment de notifier la cession de la convention, vous annexez une attestation de l'administration fiscale qui est datée de moins de 30 jours et qui dit qu'il n'y a effectivement plus de dette fiscale, sociale ou dynastie au moment de la convention de cession, en tout cas dans les 30 jours de la notification de cette convention de cession. Donc, préalablement à une cession, vous allez demander au vendeur de contacter l'administration TVA, de contacter le NSS, de contacter les dynasties en disant merci de me fournir l'attestation selon laquelle il n'y a plus de dette. Si effectivement tout se passe correctement, mais ce n'est pas toujours le cas, eh bien, les administrations communiquent ces attestations, vous signez la convention, attention, les attestations doivent dater de moins de 30 jours, vous signez la convention et vous les notifiez immédiatement après la signature aux administrations avec les attestations annexées. Et donc là, vous serez libéré de cette solidarité vis-à-vis de l'administration. Je suis désolé, c'est un peu lourd, je ne sais pas si vous suivez, mais vraiment j'insiste, n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse en discuter sur des cas plus concrets. Et donc effectivement, ce certificat, cette attestation sera refusée par l'administration si au moment où la cession s'envisage, eh bien s'il y a encore des dettes fiscales ou sociales, etc. Et donc c'est là qu'on peut prévoir une série de mécanismes alternatifs pour tout de même concrétiser la cession de fonds de commerce, mais éviter ces problèmes qui peuvent survenir, c'est-à-dire l'existence de dettes sociales ou fiscales. Et donc, comment éviter les risques en pratique, hein, donc, si je résume ce que je viens de dire, comment éviter les risques en pratique, mais donc il y a plusieurs cas. Soit on obtient des attestations, je l'ai dit, on signe la convention de cession, on la notifie à l'administration, on est libéré de cette solidarité pour autant que les attestations ont moins de 30 jours. Deuxième case, donc au moment de signer, vous ne disposez pas des attestations pour une raison X ou Y, l'administration qui ne répond pas, ou alors vous êtes pressé par la reprise du fonds de commerce et le fait de devoir signer la convention, bien alors vous pouvez tout à fait prévoir ce qu'on appelle une condition résolutoire dans la convention de l'obtention des certificats. C'est-à-dire que si vous prévoyez une clause qui dit si vous n'obtenez pas les attestations qui disent qu'il n'y a pas de dette sociale et fiscale, eh bien, on résout la convention, c'est-à-dire qu'on fait comme si elle n'avait jamais existé. Et dès qu'on les obtient, évidemment, on en profite pour notifier la convention de cession donc dans le délai de 30 jours pour évidemment que ce soit opposable à l'administration. Troisième cas, il y en a plein, il y en a beaucoup plus que 3. Hein, on peut prévoir des mécanismes alternatifs et franchement, pour avoir fait plusieurs sessions de fonds de commerce, on a dû chaque fois relever des contraintes factuelles importantes et donc il y a vraiment une importance quant à la créativité de la clause qui sera relative à cette attestation et à cette solidarité vis-à-vis de l'administration fiscale et sociale. Donc le troisième cas, c'est vous avez eu un retour de l'administration, elle fait état de dettes sociales et fiscales. Eh bien, vous pouvez par exemple demander que le prix de cession sera imputé prioritairement sur ces dettes. Comme ça, vous avez l'assurance que toutes les dettes ont été payées et du coup, le vendeur, il touche un peu moins, mais il n'est plus tenu non plus par les dettes et vous avez l'assurance que l'administration fiscale ou sociale ne sonne pas à votre porte
pour vous ennuyer à ce sujet. Et donc, il y a d'autres mécanismes encore lorsqu'on n'arrive pas à avoir, par exemple, les attestations. Mais c'est ce que je vous disais par rapport au montant qui est payé. En fait, donc, on va peut-être passer en revue le sketch note, ça va vous permettre d'avoir un visuel un peu plus simple. Donc, si on reprend, parce que là, je ne le vois pas, c'est un peu trop. Arthur, tu peux un peu le réduire. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc, effectivement, en matière de cession de fonds de commerce, donc entre un cédant et. Mais moi, de nouveau, là, je ne le vois pas. Je ne sais pas si on peut réduire de manière. Chez moi. Voilà. Donc, on fait l'acquisition de l'actif, mais possibilité évidemment d'être solidairement tenu au paiement d'une partie du passif à l'égard de certaines administrations. Alors, les administrations concernées, c'est le SP Finance, c'est le MSC, c'est l'Inasti et c'est certaines administrations flamandes, mais j'y reviendrai pas, puisque dans le cadre de cet exposé, on se limite à certaines dispositions. Alors, pour éviter ça, je vous l'ai dit, soit on sollicite des attestations et on notifie, soit on envisage des mécanismes alternatifs. Alors avant ça, il est donc bien important de comprendre les délais, et là il faut effectivement un petit peu s'accrocher, j'en suis désolé, mais donc le X ici que vous voyez, c'est le jour où vous notifiez donc la cession à l'administration. Et donc là, je vous l'ai dit, si vous notifiez ça le 17 novembre 2021, eh bien, la loi prévoit qu'il y a un délai de non-opposabilité de l'administration, qui est l'écoulement du mois en cours, c'est-à-dire le mois de novembre, et qui est également l'écoulement du mois suivant, c'est-à-dire le mois de décembre. Donc, votre cession, elle sera inopposable à dater du 1er janvier, elle sera inopposable jusqu'au 1er janvier 2021. Et donc, pendant toute cette période, l'administration pourra agir comme si la cession n'avait jamais eu lieu. Donc, le 1er janvier, c'est le délai Y ici. Et après ça, vous êtes solidairement responsable, mais uniquement à hauteur du montant que vous aurez payé au jour Y, c'est-à-dire à l'écoulement du mois de la notification plus du mois suivant. Et donc, un des mécanismes alternatifs lorsqu'on n'arrive pas à se procurer les attestations, c'est de dire on paye, il faut évidemment que le vendeur l'accepte, ce n'est pas toujours le cas, mais on paye au moment où on signe une convention de cession de fonds de commerce, on paye une tranche qui est parfaitement dérisoire, qui équivaut par exemple à 1 €. On notifie cette cession à l'administration. On espère que pendant le délai de non-opposabilité, il n'y ait pas de réaction de l'administration. Une fois que le mois en cours, c'est-à-dire le mois de novembre et le mois qui suit, le mois de décembre, sont écoulés, eh bien, il y a plus de. Donc, c'est opposable à l'administration. On reste solidairement tenu uniquement au montant payé, c'est-à-dire 1 €. Et donc, on a une solidarité qui est 1 €. Donc, le risque, il est absolument déplorable. Et on paye le solde, évidemment, à l'issue de ce délai, c'est-à-dire au 1er janvier 2021. Évidemment, il faut que le vendeur l'acceptent, puisque souvent ils ont un petit peu peur de mettre, de différer le paiement du prix dans le temps. Alors, si on continue on va continuer l'exposé. Donc, sur les dispositions fiscales, je vais être très rapide. Je vais peut-être en fait m'arrêter ici pour peut-être voir s'il y a déjà des questions par rapport au délai. Et je suis désolé si c'est un peu. Par rapport au. Ouais. Oui, pas de souci. Alors, par rapport au délai, il n'y a pas eu de question. Par contre, j'ai eu une question qui est arrivée un peu plus tôt par rapport au prix. La question, en fait, c'était de savoir si, pour une même activité, est-ce que le prix d'un fonds de commerce est équivalent, plus cher ou moins cher que le prix des actions? Écoutez, un prix de cession, c'est conventionnel, donc vous le décidez, entre vous, bien entendu. Enfin, ça dépendra, ça dépend effectivement du passif de la société, ça dépend. Si vous laissez, si dans le fonds de commerce, par exemple, je prends l'exemple d'un quelqu'un qui cède son fonds de commerce, il est en personne physique.
il a, enfin, il est en société, pardon, justement, il a cette société à 100 000 euros de dette et puis il a un fonds de commerce intéressant. Ben, si vous reprenez uniquement ce qui vous intéresse dans le fonds de commerce, effectivement, ça va être plus cher que si vous reprenez les actions de la société. Et dans ce cas-là, vous reprenez également l'actif et le passif. Donc, oui, et en fait, celui, ça le libère totalement. Et donc, en principe, enfin, je ne sais pas si je me fais suffisamment clair, aussi Arthur, si tu veux compléter, mais généralement, quand on reprend que l'actif, on valorise un point de vue plus élevé, mais on ne reprend pas non plus la même chose. C'est pour ça que c'est difficilement. Généralement, on envisage vraiment soit d'une session de fonds de commerce, soit d'une session d'action d'une société. Alors, il peut y avoir des raisons, effectivement, d'envisager les deux. Je n'ai jamais eu le cas, souvent c'était l'un ou l'autre. Mais bon, ça dépendra. Enfin, c'est vraiment un prix de cession, c'est quelque chose de consensuel, ça dépend de la volonté des parties, et donc ça dépend d'énormément de choses qui se cachent derrière. Et voilà, j'espère avoir répondu. Désolé si c'est pas suffisamment clair. Merci. Oui, je peux éventuellement vous renvoyer vers un autre atelier qu'on a donné en début de semaine sur la valorisation et sur les différentes techniques de valorisation. Donc, ce webinaire, il sera normalement disponible en replay sur notre chaîne YouTube, comme les autres webinaires de cette semaine. Et donc là, c'est peut-être voilà, un atelier où il y a plus de détails par rapport à cette question du prix. Oui, ça dépend énormément de choses. Comme ça, c'est très, très compliqué. Il y a parfois enfin, oui, ça dépend d'énormément de choses. Difficile de répondre de cette manière-là. Il n'y avait pas de Une question. autre question. Alors oui, il y a une question qui est arrivée entre-temps. Merci. Donc, si la session n'a pas été notifiée au moment de la session, je ne suis pas sûre de bien comprendre, mais je vais lire la suite. Est-ce qu'il y a un délai de prescription? Donc, si la session n'a pas été notifiée, donc c'est toujours la notification à l'administration qui se fait toujours après la session. Hein. Donc, effectivement, si jamais vous voyez, enfin, vous ne notifiez pas en fait cette session à l'administration, vous allez être solidairement tenu de l'intégralité du passif ONSS, SPF, INASTI, etc. Il y a un délai de prescription, comme dans tout. Alors, le délai de prescription, il dépendra, je ne le connais pas comme ça par cœur pour les dettes fiscales, sociales, etc. Mais croyez-moi bien que si jamais le vendeur il disparaît dans la nature et qu'il ne reste plus que vous et que vous êtes tout à fait, enfin que vous avez un fonds de commerce entre les mains et que vous êtes solvable, etc., l'administration n'attendra pas le délai de prescription pour vous tomber dessus. Et donc c'est la raison pour laquelle il est important de respecter ces règles et la notification, franchement, c'est capital. Merci. Pour le moment, pas d'autres questions. Ça va. Alors, donc pour ce qui concerne les dispositions fiscales, je vais passer en vue très rapidement. Normalement, ces sessions se font également avec l'aide d'un comptable qui pourra approfondir le cas échéant. Mais je voulais simplement savoir qu'en matière de cession, on peut peut-être passer au slide suivant, en matière de cession d'universalité, le code TVA prévoit une exonération. Enfin, en fait, c'est pas qu'il prévoit une exonération, c'est qu'il n'y a pas de TVA effectivement qui s'applique en matière de cession d'universalité. Donc, la convention de cession suffira. Il ne faudra pas établir une facture et vous payerez, comme en matière de cession de part d'ailleurs, vous payerez le prix de cession sur la base de cette convention qui sera le justificatif. Et donc, il n'y a pas de TVA qui s'appliquera à ce sujet-là. Mais attention, comme dans tout, pour l'administration fiscale, ça dépend un petit peu des éléments des éléments concrets, hein, puisqu'on parle évidemment d'une universalité. Ici, si par exemple vous prenez une licence, s'il y a quelqu'un qui vend, qui exploite 10 licences de taxi et qui n'en revend qu'une, il faut bien se rendre compte qu'ici, qu'on n'est pas dans une session d'universalité et que par conséquent, il va falloir établir une facture, session vente d'acquis, 21% de TVA, etc. Et c'est un peu du cas par cas et ça reste toujours sujet à interprétation. C'est la raison pour laquelle
il y a souvent des discussions dans le cadre de contrôle TVA et qu'il est important d'avoir un bon comptable qui vous met en garde contre ces risques-là. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, donc il n'y a pas de… Concernant les repreneurs, en tout cas, il n'y a pas de dispositions qui sont intéressantes en matière d'imposition. C'est surtout évidemment le cédant, pardon, celui qui vend le fonds de commerce qui va s'intéresser à la taxation éventuelle qu'il aura. Et c'est vrai que ça peut tenter certaines personnes vont tenter de faire ça. Bon, par exemple, préférer une cession d'action puisqu'il y a moins de taxation puisqu'il y a une exonération de la plus-value a priori sur les cessions d'actions, là où ils peuvent être taxés sur la plus-value dans le cadre d'une cession de fonds de commerce. Alors, pour le sort des travailleurs, j'irai très rapidement. C'est la convention collective de travail, donc on appelle la convention CCT 32 bis, qui en matière de cession de branche d'activité prévoit que les droits et obligations de l'intégralité des travailleurs qui existent au moment du transfert, ce compris l'ancienneté, donc doivent être transférés aux repreneurs. Et donc, il est important, au moment où vous voyez céder à un fonds de commerce, d'analyser, de lister tous les contrats de travail et par exemple, éventuellement ici, d'avoir une garantie qui prévoit que l'annexe reprenant tous les contrats de travail est bien complète, faute de quoi le vendeur devra vous indemniser, etc. C'est un élément qui est important également. Et donc, vous les reprenez aussi avec l'ancienneté. Hein. Donc, si vous avez un travailleur dans le fonds de commerce qui a 20 ans d'ancienneté, si jamais ça ne se passe pas bien avec vous, vous devez évidemment être bien au courant qu'en cas de licenciement, vous payez son ancienneté. Ça, c'est une disposition dans une convention collective de travail. Je l'ai dit, c'est une disposition législative belge, mais qui émane d'une réglementation européenne. C'est important de le savoir. Et alors, un autre élément, c'est effectivement un autre aspect de la solidarité, c'est que le vendeur et le repreneur sont solidairement tenus au paiement des dettes existant à la date du transfert. Et donc, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de dette au moment de la cession du fonds de commerce. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Évidemment, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, mais je passe la main avant ça à Arthur pour peut-être passer en revue quelques clauses types dans le cadre des conventions de cession de fonds de commerce. Merci Guillaume et bonjour à tous. N'hésitez pas également à poser vos questions sur la première partie que Guillaume vient de terminer. Pendant la seconde, si vous en avez, on prévoira un temps, on essaiera de prévoir suffisamment de temps pour vous laisser les poser. Alors, je vais passer en revue, comme Guillaume l'a dit, les clauses importantes à prévoir dans un contrat de cession de fonds de commerce. Sachez qu'elles n'y sont pas toutes, on a repris les plus importantes et qu'elles sont évidemment à modaliser selon les cas. Donc, on a essayé de les rendre les plus générales possibles et les plus exemplatives. Donc, c'est à prendre avec des pincettes et on va vous mettre en garde sur certaines d'entre elles dans un instant. Alors, première clause incontournable, c'est l'objet. C'est ici que vous allez décrire la consistance du fonds de commerce que vous souhaitez reprendre. On l'a dit, c'est une universalité de biens. C'est une notion vague que les parties doivent absolument définir le plus précisément possible pour être certain que tous les éléments nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce seront en votre possession une fois la cession réalisée. Alors, déjà, il faut qualifier le fonds de commerce qui est l'objet de la convention. Hein, vous direz c'est le restaurant La Vache à XL 52 rue de la Couronne, par exemple. Vous direz que ça reprend la clientèle. C'est un élément essentiel qui fait partie de l'universalité qu'est le fonds de commerce. Par rapport à la clientèle, ça dépend évidemment des magasins. Pour un restaurant, c'est difficile de la lister, mais pour certains types de commerce, ça peut être utile de mettre en annexe à la convention un listing des clients principaux. C'est un peu à voir. Petite remarque, parenthèse ici, vous voyez à l'écran des petits pictogrammes représentant une balance. C'est simplement que pour ces sujets-là, il y a des cas de jurisprudence dont on dispose pour un peu exemplifier la matière et la rendre un petit peu moins aride que j'évoquerai selon le temps dont on dispose. Donc, par rapport à la clientèle, il y a une jurisprudence qui a
qui a défini que le vendeur qui joindrait une liste de clientèle erronée commet un dol. Alors un dol, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une faute lourde avec une intention établie de nuire. Et alors, cette notion de clientèle, évidemment, elle est variable. On ne peut pas lister exhaustivement les clients, mais si elle est manifestement inexacte, évidemment, là, le vendeur du fonds de commerce peut être condamné et la cession peut être annulée. Alors, Guillaume l'a dit, le stock de marchandises, ça dépend des magasins. Ça dépend si c'est par exemple un commerce de vélo, c'est intéressant de reprendre le stock pour autant qu'il ne soit pas daté d'il y a 4-5 ans, vu la perte de valeur qui peut être assez rapide dans ce domaine-là. Pour un restaurant, ça peut être intéressant de reprendre la cave à vin qui prend de la valeur en général. Par contre, ça peut être inintéressant pour tout ce qui est périssable. Donc ça, il faut aussi prévoir au cas par cas ce que le stock doit reprendre. C'est pour ça qu'on fera aussi un inventaire le plus proche du jour de la session. La dénomination et l'enseigne, c'est le nom sous lequel le fonds de commerce existe. Ici, on a aussi un cas de jurisprudence qui mentionne que le nom commercial est un élément du commerce, de sorte que la cession du commerce implique aussi la cession du nom commercial, même si les parties n'ont rien spécifié à cet égard. En pratique, cette clause reprendra systématiquement que la dénomination, l'enseigne sont cédées, mais voilà, si vous deviez oublier cet aspect-là, sachez qu'il y a de la jurisprudence en votre faveur pour que vous puissiez retomber sur vos pattes. Guillaume l'a également dit, il n'y a pas de poursuite de la personnalité juridique dans le chef du cédant. C'est une nouvelle personnalité juridique, celle du cessionnaire. Donc, il n'y a pas de transfert automatique des contrats. C'est pour ça qu'on prévoit également que les contrats Internet, téléphone, énergie, banque contact éventuellement, contrats d'alarme, etc., seront cédés. Donc, il implique aussi de s'assurer que le prestataire, la contrepartie, acceptera la cession du contrat vers le cessionnaire. Mobilier et matériel d'exploitation, encore une fois ici, ça dépend du commerce. Ça peut être intéressant dans un restaurant de reprendre les tables, chaises, matériel de cuisine, couverts, etc., etc. Tout comme le cessionnaire peut souhaiter rénover entièrement le restaurant et dire qu'il ne reprendra aucun élément ou uniquement une partie. Donc ça, c'est également important de le spécifier. Le personnel, autre point important, le personnel normalement est repris par le cessionnaire en vertu de la convention 32 bis. Hein. Donc si jamais vous ne souhaitez pas reprendre de personnel pour des raisons X ou Y, il importe que vous prévoyez le coût à l'avance et que vous obteniez du cédant qui licencie tout ou partie du personnel pour que vous ne vous retrouviez pas avec des contrats de travail sur les bras si vous ne souhaitez plus, si vous n'en aurez plus l'utilité. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a encore une suite à cet article-là. Et peut-être que par article, je ne sais pas Catherine, si à mon avis c'est une bonne idée, après chaque article, de laisser la possibilité pour une question. Ça va? Donc je vais peut-être terminer. Il y a d'ailleurs une question qui est arrivée. Oui, pardon, c'est une question organisationnelle. Désolée, j'avais mal lu. Ah, pas de souci, pas de problème. Donc, pour terminer avec l'article objet, rappelez-vous, Guillaume a mentionné qu'il était bon de lister le plus précisément possible tous les éléments essentiels du fonds de commerce, mais également de prévoir une clause dite de catch-all. C'est un peu une clause, c'est un peu un parachute de survie qui prévoit en fait que tous les actifs matériels et immatériels nécessaires à la poursuite de l'activité sont également cédés. Ça, c'est un peu vraiment votre bouée de sauvetage au cas où vous auriez oublié un élément essentiel dans votre inventaire ou dans le listing au slide précédent. Vous pourrez toujours aller trouver le cédant en disant, écoute,
on a quand même prévu que tout ce qui était nécessaire serait cédé. Donc, merci de me donner tel et tel élément du fonds de commerce essentiel à l'exercice du fonds de commerce. Oui, si on prévoit aussi une forme de garantie en disant que le cédant déclare qu'il n'y a aucun leasing ou prêt, donc c'est-à-dire qu'en fait qu'il est propriétaire de tout ce qui compose le fonds de commerce, qu'il n'y a pas d'objet, de droit qui ne serait pas pleinement en sa possession. Pour le bail, c'est un point à ne pas perdre de vue, c'est souvent un élément incontournable pour que vous puissiez exercer l'activité que vous reprenez. Donc ça, le bail en pratique, on fait souvent un accord tripartite avec le bailleur, par lequel le cédant cède le bail à compter de telle date au cessionnaire. Et il est bon de réaliser cette démarche avant de conclure la convention. C'est pour ça qu'on pourra annexer le document de cession à la convention de cession du fonds de commerce. Alors, très important aussi, bien prévoir ce que vous ne souhaitez pas reprendre. C'est pour ça que le stock des marchandises, vous pouvez souhaiter le reprendre, tout comme vous pouvez ne pas souhaiter le reprendre, ou bien le prendre en partie et laisser une partie en dehors de la reprise. Le passif, normalement, le passif n'est pas repris dans la cession d'un fonds de commerce, hein, on ne reprend que l'actif, on l'a dit au début de la présentation. Mais en pratique, dans les contrats, on le remet pour que ça soit bien clair dans l'esprit des parties qui ne sont pas forcément toujours rompus à la matière. Par exemple, voilà, s'il y a une camionnette ou une voiture qui était dans le fonds de commerce, qui servait à l'exploitation du fonds de commerce que vous reprenez, que vous ne souhaitez pas la reprendre, prévoyez-le aussi dans cette clause d'exclusion. Voilà. Catherine, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions. La première était voilà, une question de précision par rapport à la possibilité de licencier le personnel dans le chef du cédant, donc de savoir si le cédant peut licencier son personnel. Ici, je vais parler sur le contrôle de Guillaume, qui a peut-être eu le cas dans des dossiers précédents. Mais pour moi, le cédant peut licencier le personnel qu'il emploie, pour autant que le licenciement soit terminé avant la date effective de la cession du fonds de commerce. S'il est toujours sous contrat au moment de la cession du fonds de commerce, le contrat sera repris par le cessionnaire du fonds de commerce. Donc, il faut faire attention à accomplir toutes les démarches et que le délai de préavis, le cas échéant, soit écoulé avant la cession du fonds de commerce. Merci. Pardon. Oui, sinon, tout à l'heure, il y a effectivement une partie, effectivement, en matière de contrat de travail qui plus est, c'est très, très, très important de bien respecter les règles. Mais je rappelle un principe fondamental, c'est celui que le cédant est solidaire avec le cessionnaire. Donc, le vendeur et l'acheteur sont solidaires de toutes les dettes sociales. Hein. Donc, voilà. Mais je suis désolé si je réponds à la question. Mais peut-être que la personne qui a posé la question, si ça ne répond pas tout à fait à son interrogation, voilà, donc c'est Laurent qui posait la question. Vous pouvez évidemment préciser si nécessaire. En attendant, il y a une autre question. En matière de reprise de fonds de commerce, est-il d'usage de négocier une sorte de garantie d'actifs passifs, d'actifs ou passifs? Alors, ce que j'ai déjà vu en pratique, c'est que le cédant, dévoile au cessionnaire quel a été le chiffre d'affaires réalisé sur la période antérieure, par exemple, sur l'exercice fiscal passé. Ça, on peut imaginer. Et puis, de toute manière, je pense que
le cessionnaire peut évidemment demander un accès aux comptes et aux livres de la société ou de l'activité qu'il souhaite reprendre. Donc, je pense que ça peut déjà répondre à la question et à cette préoccupation, effectivement, de ne pas reprendre un chat dans un sac, pour reprendre l'expression. Il peut y avoir, enfin, je l'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un contrat qui est consensuel. On peut prévoir vraiment toutes les clauses que l'on veut. Et alors, soit on a accès aux comptes, on a accès dans la fiabilité des comptes. Ça correspond à ce qui a été publié à la Banque nationale de Belgique, parce que vous savez qu'il y a des obligations légales. Alors, c'est pas toujours le plus à jour au moment de la cession, mais effectivement, soit on a confiance dans les comptes, soit on peut prévoir des clauses de garantie qui prévoiraient une indemnisation, une réduction, enfin, qui prendra la forme d'une réduction de prix ou le paiement d'une indemnité en cas de entre guillemets de mensonge ou s'il s'avère qu'en pratique les chiffres qui ont été donnés sont différents de la réalité, quoi. Merci. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Ça va, parfait. Je passe alors à la suite. Le prix, autre élément important. Alors ici, la clause que vous voyez est une clause de prix en 2 temps. Première étape, premier paragraphe, c'est un acompte. Enfin, les parties peuvent vraiment modéliser ça selon leurs intérêts, mais on peut prévoir que le cessionnaire payera un acompte qui peut être d'1 euro, on l'a vu tout à l'heure pour les raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Et que, une fois les certificats attestant l'absence de dette reçue, le solde sera payé au cédant. C'est pour ça qu'on voit ici, par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple, après la levée de toutes les conditions suspensives. Conditions suspensives, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une condition, c'est un élément futur et incertain dont dépend l'exécution d'une obligation, qui est ici le paiement du solde, qui dépend de la réalisation de ces conditions, de ces éléments futurs et incertains. Alors, je passe à la suite s'il n'y a pas de questions. Il y avait une question complémentaire à celle sur voilà, la question d'avoir une espèce de garantie. Oui. Ici, la question, c'est de savoir si c'est possible aussi par rapport à un earn-out ou un crédit vendeur. Par rapport à un crédit vendeur. Ouais, la question n'est pas très claire, mais sauf si Guillaume, toi, tu la comprends comme ça. Ce que je peux éventuellement proposer à Grégory, c'est d'activer son micro pour compléter la question, Ouais. si c'est un peu technique. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il peut effectivement éclaircir ces questions, mais c'est de lier en cas d'earn-out. Enfin, c'était lié à la clause de garantie, c'est ça ou... Oui. Oui. Est-ce qu'il a activé... Alors, Grégory est en train d'essayer d'activer son micro pour pouvoir compléter sa question. Donc, on va peut-être lui laisser une petite seconde. Mais donc, effectivement, enfin, je ne sais pas si je réponds bien à la question, le temps que le micro soit activé, on peut lier une clause de garantie à l'earn-out, c'est-à-dire que si on prévoit un paiement différé en fonction des résultats futurs de la société, conditionné à certains éléments, ben on peut effectivement... Vous m'entendez? Oui. Ok. Je vous prie de m'excuser de vous interrompre, mais en fait, je rebondis donc sur la notion de garantie actif passif pour, à quelque part, éviter un risque soit d'une mauvaise évaluation d'information, d'une mauvaise exécution, en tout cas d'éléments non tangibles en dehors de la Par contre, on ne vous entend pas très bien. Je suis désolé, il y a peut-être un problème de micro, mais... Oui. Et là, vous m'entendez bien ou pas? Un petit peu mieux, oui. Je disais, en parallèle de la notion de garantie actif passif pour éviter de mal évaluer ou d'avoir des surprises au niveau d'éléments intangibles hors comptabilité, je parlais en fait d'un earn-out du crédit vendeur, par exemple, histoire peut-être d'alléger la facture globale, en tout cas
diluer le paiement du rachat des fonds de commerce en implémentant un earn-out ou un crédit vendeur. Donc le but est de savoir si est-ce que ça se pratique, est-ce que c'est d'usage ou est-ce que c'est envisageable un earn-out dans le cadre d'une session de fonds de commerce. Et qu'est-ce que vous visez exactement par un crédit vendeur? Par exemple, dire voilà, j'achète un fonds de commerce parce que, par exemple, le magasin ou l'entité était mal gérée ou était sous-exploitée. Ok. Là, on dit voilà, écoutez, si je parviens à élever, attendez, excusez-moi parce que je suis une surface commerciale, je suis désolé. Et donc, à partir du moment où on arrive à restructurer de manière efficiente le fonds de commerce, d'accord, eh bien, on dit voilà, la valeur de départ de négociation est de 100. Je vous le rachète pour l'instant à 80, mais si j'augmente la valeur de ce fonds à 120, ou si je le valorise à du concurrence, je vous donne un earn-out par la suite, au bout de 6 mois, au bout d'un an, de 20 ou 30 supplémentaires. Est-ce que vous l'avez déjà vu se pratiquer? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, là, l'earn-out est beaucoup plus praticable, le crédit vendeur est beaucoup plus praticable dans le cadre de rachat de parts, donc en dehors d'un fonds de commerce. Mais est-ce que dans un fonds de commerce, c'était aussi envisageable? C'est ça ma question, en fait. Oui, enfin, de nouveau, hein, et c'est ça qui est intéressant dans les contrats dits consensuels, c'est qu'on peut prévoir vraiment toutes sortes de clauses. Donc, oui, donc de la même manière qu'on peut les prévoir dans des conventions de cession d'actions, on peut également prévoir que si l'exploitation du fonds de commerce réalise un chiffre d'affaires très important, eh bien, permettre la réalisation d'un chiffre d'affaires très important, par exemple supérieur à X, il y ait une sorte de bonus sur le prix de cession de X euros. Tout à fait possible. Je vous remercie de cette précision. En tout cas, ça ne vous semble pas extraterrestre. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour cette question. Passons rapidement à l'article TVA. On l'a dit, la cession de fonds de commerce est en principe exonérée de l'application de la TVA. Alors, si jamais, et c'est là où on peut prévoir, c'est là où on peut prévoir, par exemple, un paragraphe comme le deuxième paragraphe ici, si jamais l'administration venait à considérer que ce n'était pas une universalité et du coup que la TVA devait s'appliquer, on peut prévoir que le cédant émettrait une facture au cessionnaire pour régler ce cas de figure. Ce serait par exemple le cas où une seule ou deux licences des 10 licences de taxi étaient cédées. Guillaume l'a mentionné tantôt. Ce ne serait pas une universalité et du coup la TVA pourrait trouver à s'appliquer. Donc c'est toujours intéressant au-delà de simplement mentionner que c'est exonéré de TVA, c'est intéressant de prévoir quid du cas où de la TVA devait être appliquée. Alors, cet article-là est assez large. En fait, il règle un peu les modalités de qui paye quoi jusqu'à quand. Et en gros, on prévoit que toutes les factures reçues avant la cession ou bien qui sont relatives à des périodes antérieures à la date de la cession sont évidemment, et c'est assez logique, à supporter par le cédant. Mais là où c'est peut-être moins clair, et c'est là l'intérêt de la clause, c'est que des factures qui arriveraient une fois que le fonds de commerce est en votre possession, ben, vous pouvez toujours renvoyer les factures à l'envoyeur, entre guillemets, pour la période antérieure à la cession, hein, qui ne doit pas qui ne doit pas venir plomber votre comptabilité. Pareil pour tous les abonnements, eau, électricité, etc. On prévoit qu'il y a un transfert au jour de la cession. Il peut y avoir un décompte de charges pour que les choses soient bien claires et que vous ne supportiez pas la période antérieure, les consommations de la période antérieure. Je vais aller un peu plus vite peut-être parce qu'il y a encore quelques clauses à voir et ce sera peut-être bien de prévoir un petit temps de discussion. Contrat de travail, on l'a aussi abordé. Ils sont en principe repris par le cédant, sauf si ceux-ci ont été terminés avant la cession. Ici, on a un cas de jurisprudence qui nous dit, et c'est là l'importance de la clause, que même si un contrat de travail n'avait pas été repris dans le contrat, hein, si on n'a pas dit que M. Tartampion était engagé sous un contrat de travail par le cédant,
même si ce contrat n'était pas repris dans le contrat, il sera évidemment repris par le cessionnaire. Donc, c'est là l'importance de faire dire au cédant que tous les contrats sont listés dans la convention de cession de fonds de commerce pour ne pas trouver un cadavre dans le placard. Alors, la clause suivante, c'est un petit conseil pour vous. C'est intéressant de prévoir en fait que le cédant qui dispose d'un know-how important par rapport au fonds de commerce qu'il cède, c'est prévoir que ce cédant doit vous informer, voire même dans une certaine mesure vous former par rapport au fonds de commerce qu'il connaît bien. Et alors là, vous direz par exemple à modaliser évidemment durant une période de 3 mois à compter de la session, à raison de quelques jours par mois, par semaine, eh bien le cédant vous donnera un petit coup de pouce, vous expliquera comment est-ce que l'administratif fonctionne, comment est-ce que la facturation fonctionne, comment est-ce que le payroll fonctionne. Tous ces éléments qui sont importants pour pouvoir exercer au mieux et assurer une bonne transition entre les deux périodes, eh bien, vous pouvez le prévoir. Attention de prévoir que ces services postérieurs à la cession n'entraîneront pas le paiement d'un prix supplémentaire. Il ne faut pas que le cédant vous facture ses heures prestées par après. Donc, c'est ici qu'on prévoit que cette aide ne donnera droit à aucun paiement autre que le prix de la cession. Et prévoir aussi, pour éviter toute ambiguïté et requalification de cette relation qui pourrait être vue comme une relation d'autorité, une relation avec un lien hiérarchique pour éviter de tomber dans la législation du travail. On prévoit que la relation est bien indépendante, que chacune des parties remplira ses obligations légales et fiscales. Catherine, n'hésite pas à interrompre s'il y a une question qui arrive entre-temps. Oui, alors justement, il y a une question par rapport au contrat de travail. Qu'est-ce qu'il en est des anciens contrats pour lesquels il pourrait y avoir un litige? Donc des contrats qui seront encore en cours parce qu'il y a litige. Alors ça peut être couvert par une clause qui normalement devrait venir par après, une clause de représentation et garantie. C'est une clause par laquelle le cédant garantit toute une série de choses, dont l'absence de litige relatif à des éléments du fonds de commerce. En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect vis-à-vis du travailleur où, pardon Arthur, l'aspect vis-à-vis du travailleur où en principe il y a une solidarité entre le vendeur et l'acheteur, solidarité à laquelle on ne pourra a priori pas déroger. Et alors il y a l'aspect effectivement garantie vis-à-vis entre le vendeur et l'acheteur cette fois-ci, sans le travailleur, qui prévoirait évidemment en cas de survenance d'un litige inconnu ou en cas de perte d'un litige contre un travailleur ou en cas de etc. Mais la possibilité de se retourner contre le vendeur, même si en principe en matière de solidarité, si c'est imputable au vendeur, on pourra d'office se retourner contre lui. Mais voilà, je pense avoir répondu à la question. Ici, c'est un sujet qu'on a déjà abordé en long et en large avec Guillaume dans la première partie de l'exposé. C'est la clause relative à la solidarité. Donc, c'est la clause relative au délai durant lesquels l'administration peut venir toquer à votre porte en tant que cessionnaire. C'est toute la question des certificats qui attestent de l'absence ou de la présence de dettes fiscales, sociales, TVA ou NSS. Et ici, on n'a pas, c'est la seule clause où on n'a pas indiqué un wording précis parce que justement, c'est une clause qui diffère d'un dossier de fonds de commerce à l'autre. On n'a pas, je crois que Guillaume me rejoint là, on n'a pas deux contrats de cession de fonds de commerce où la clause est identique parce que ça dépend de la volonté des parties, de la confiance qui règne entre les parties ou non. C'est une clause très fort basée sur la confiance ou la méfiance entre les parties. C'est une clause basée sur l'urgence aussi qu'il y a ou non à conclure le fonds de commerce avant une certaine date. Donc, c'est vraiment une clause pour laquelle l'intervention d'un professionnel, que ce soit du droit ou du chiffre, devra vous
vous conseiller au mieux pour vraiment designer cette clause et éviter vraiment que vous ne supportiez des risques en tant que repreneur du fonds de commerce. Donc, je ne reviendrai pas dessus en détail, sauf si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, mais on reprend les 3 cas que Guillaume avait énoncés tout à l'heure, qui sont les 3 hypothèses face auxquelles les parties peuvent se retrouver en fait. Donc, selon les hypothèses qui sont majoritairement listées dans ces 3 cas, on draftera la clause dans un sens ou dans un autre. Voilà, vu qu'il ne reste plus que 12-13 minutes, je vais essayer de couvrir l'entièreté des clauses et on reviendra éventuellement si des questions sont arrivées entre-temps. Clause suspensive, là aussi c'est un petit conseil qu'on vous donne. Si jamais vous avez besoin d'un crédit pour reprendre le fonds de commerce par exemple ou pour développer l'activité une fois que vous l'aurez repris, n'hésitez pas à modaliser la cession à l'obtention de ce crédit. Vous pouvez préciser le montant du crédit, les conditions éventuelles aussi, hein, pourquoi pas. N'oubliez pas non plus que, par exemple, en matière de restauration, vous devez avoir un accès à la profession qui vous permet d'exploiter le fonds de commerce. Si ce n'est pas encore fait, si vous ne disposez pas encore des accès à la profession, vous pouvez également le modaliser sous une forme de conditions suspensives, sans laquelle la cession ne pourra pas avoir lieu. Voilà, ici un article assez important, représentation et garantie. C'est ici que justement on oblige en fait le cédant à dévoiler, c'est le point 3 qui fait écho à la question par rapport aux éventuels litiges qui seraient en cours pour un contrat de travail. Donc le cédant doit dévoiler tous les litiges, tous les éléments qui sont dignes pour le cessionnaire de savoir, hein, pour qu'il sache à quoi s'en tenir et qu'il puisse valoriser adéquatement le fonds de commerce. Donc c'est toute une série de points que je vous laisse lire à votre aise parce que c'est un petit peu chargé, donc je ne peux pas tout vous lire ou tout vous décrire, mais ce sont des garanties qui sont assez essentielles et incontournables en la matière. Surtout que, et là je fais une petite parenthèse encore pour un cas de jurisprudence, j'essaie de retomber sur le cas de jurisprudence. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune, donc c'est un arrêt de 2011 de la Cour d'appel de Gand, il n'y a aucune obligation en fait générale d'information qui incombe au vendeur d'un fonds de commerce. Il ressort de l'obligation de prudence de l'acheteur de vérifier si un fonds de commerce fait l'objet par exemple d'un privilège, d'un gage, etc., au profit d'une tierce partie. C'est pour ça que c'est essentiel de lister que le cédant doit dévoiler ce type d'éléments parce que s'il n'y a pas d'obligation pour lui de le dévoiler, eh bien, le juge qui éventuellement aurait à connaître un litige par rapport au fonds de commerce dirait ben non, monsieur, vous n'avez pas prévu ça dans votre contrat. C'était à vous de vous renseigner s'il y avait un gage ou un privilège au profit d'un tiers. Je vais passer à la suite, qui est encore la suite de cet article important. Qu'est-ce que je peux vous dire ici? Oui, par exemple, le chiffre d'affaires, point 10, on peut aussi faire garantir au cédant que le chiffre d'affaires a été d'autant. Mais bon, si vous avez accès au compte et que vous savez lire les bilans, vous pourrez le constater assez aisément. Le 13, ça c'est important. Si vous ne souhaitez pas ou si vous souhaitez être certain qu'il n'y a aucun employé dans le fonds de commerce que vous prenez, eh bien, c'est aussi l'occasion d'obtenir la garantie du cédant qu'il n'y a pas eu d'employé parce que, par exemple, le cédant était indépendant et était le seul à exercer une activité rémunérée dans son fonds de commerce. Ça peut arriver. C'est encore la suite de ce long article. En matière d'ORECA, peut-être que je peux attirer votre attention, il y a évidemment des éléments qui sont propres à l'ORECA. Il y a l'AFSCA, il y a l'autorisation d'exploiter l'établissement, il y a des contrôles
par différents organismes en matière électrique ou gaz. Il y a des éventuelles patentes pour vendre pour le débit d'alcool. Autant d'éléments qui sont essentiels pour la reprise du fonds de commerce. Confidentialité, ça c'est self-explanatory. Il est utile quand même que les parties ne dévoilent pas toutes les informations dont elles auraient eu vent au cours des négociations par rapport au fonds de commerce. Vous ne souhaitez pas que le know-how ou le listing des clients, des fournisseurs soit dévoilé au public, donc prévoyez-le par une petite clause de confidentialité. Très important, non-concurrence, non-débauchage, c'est une clause qui va imposer au cédant, celui qui vous cède l'activité, de ne pas vous faire concurrence une fois la cession intervenue. Alors, c'est un sujet, un domaine qui fait couler beaucoup d'encre et qui est très très fort jurisprudentiel. Il y a beaucoup de litiges autour de cette clause-là, vous vous en doutez. Hein. C'est pour ça qu'il importe de rédiger la clause attentivement et à veiller à ce qu'elle soit proportionnelle. Sinon, le juge risque de vous dire que la clause dépasse les intérêts légitimes du cessionnaire et donc la clause risque soit d'être nulle, soit d'être réduite à un champ d'application raisonnable. Donc elle doit être raisonnable sur le plan géographique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, enfin dépendant du commerce évidemment, mais si vous vendez par exemple, si vous prenez un petit restaurant à, disons à Uccle, vous pouvez souhaiter que le cédant n'en ouvre pas un dans la commune de Uccle ou dans les communes mitoyennes, par exemple. La durée doit être aussi proportionnelle. Vous ne pouvez pas mettre une durée qui serait excessivement lourde pour le cédant et qui l'empêcherait en pratique de réentreprendre une activité par la suite. Vous pouvez assortir éventuellement toutes les violations de non-concurrence d'une somme forfaitaire par infraction. C'est possible aussi. Intégralité, c'est un petit article mais important dans le sens où vous prévoyez que la convention de fonds de commerce contient l'entièreté de votre accord, histoire que le cédant ne vienne pas avec un email dans lequel vous auriez convenu d'un élément qui soit divergent par exemple à ce qui est prévu dans la session ici. Donc, c'est-à-dire que vous cadenassez, vous encadrez vraiment votre accord à l'objet de la convention et rien d'autre. Vu que, comme vous l'a dit Guillaume, un contrat se conclut très, très facilement, même sans écrit, c'est important de prévoir cette clause. Notification enregistrement, on vous l'a dit, les certificats sont à notifier, dépendant du cas évidemment, mais il est bon de prévoir si c'est le cessionnaire ou le cédant, ça peut être l'un ou l'autre, hein, il n'y a pas d'exclusivité, ça peut être l'un comme l'autre qui notifie les certificats reçus aux administrations compétentes. Nullité d'une clause, modification de l'accord, ça c'est une clause importante parce que si jamais vous avez été un peu loin ou si jamais votre avocat, ce qui est peu probable, mais si jamais il y a une clause qui dépasse les limites du raisonnable, par exemple la clause de non-concurrence, hein, mettons qu'elle soit excessive sur le plan géographique, cette clause de nullité prévoira que le juge sera en droit non pas de terminer l'entièreté, enfin de considérer que l'entièreté de la convention est nulle, mais va simplement réviser la clause qui est excessive pour la réduire à une juste proportion. Ça évite que la nullité d'une clause ne contamine l'entièreté du contrat. Et alors, droit et juridiction applicable, je crois que ça n'appelle pas spécialement de commentaires. C'est simplement bien de vous mettre d'accord sur les tribunaux qui seront compétents si jamais ça devait mal se passer, ce qu'on ne vous souhaite pas. Mais si vous ne souhaitez pas être attrait devant les juridictions d'Arlon, eh bien, prévoyez que Bruxelles est compétent, par exemple. Voilà, ce qui nous amène à la fin du PowerPoint. Je pense qu'on a encore quelques petites minutes pour répondre à vos éventuelles questions. N'hésitez pas à les poser et Catherine
tu peux éventuellement nous les transmettre encore maintenant, dans les minutes qui restent. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment. On peut encore attendre une petite minute, en tout cas. Alors, en tout cas, je vous remercie tous les deux pour la présentation qui était hyper complète. Alors, la question a été posée par écrit, donc je confirme qu'on pourra vous envoyer des slides dans les prochains jours et qu'a priori, la vidéo sera également disponible en replay d'ici la fin de la semaine prochaine, le temps qu'on la mette en ligne. Et donc, ça, c'est sur la page, la chaîne YouTube, pardon, du 18-19. Voilà, il n'y a pas de questions qui arrivent. Il y a des remerciements, par contre, donc ça fait toujours plaisir. On est pile dans les temps. Mais voilà, je vous remercie en tout cas pour votre participation active, pour les nombreuses questions. N'hésitez pas évidemment à participer aux autres ateliers qu'on organise encore jusqu'à la fin de la semaine. Et voilà, bonne continuation en tout cas avec tous vos projets de session ou de transmission de manière générale. Bravo pour l'entrepreneuriat et bonne continuation, effectivement. Merci Catherine pour l'accueil. Merci Arthur pour la deuxième partie. Et voilà, on aurait évidemment aimé, mais bon, il y aura d'autres occasions, mais de le faire en présentiel parce que c'est une matière qui est très chaude à discuter et qui est plus difficile à présenter, enfin, qui est déjà un petit peu technique, etc. pour les délais. Donc, à distance, toujours un peu plus compliqué. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées. Et sinon, on aura l'occasion probablement d'en discuter à un moment. Ça, merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci, bon après-midi. Au revoir, vous aussi.